Human First, au cœur de l'humain. On continue à creuser le sillon et on va maintenant vous emmener dans le domaine de l'artistique avec Avelina Martin-Calvo qui est là. Bienvenue. Elle nous rejoint. Venez, venez. Human First, au cœur de l'humain. Alors Avelina est artiste peintre. On va voir des œuvres à l'écran de vous. Pas les miennes, malheureusement. Bon. Mais peut-être ça sera l'occasion après d'en parler et vous pouvez aller voir une exposition qu'il y a actuellement à Paris. Alors, on va encore plus loin, hein, après l'émotion. On va dans le domaine de l'artistique, ou plus exactement, comprendre comment l'art peut se mettre au service du manager pour être un artiste de la transformation de l'entreprise. Le manager et la communauté des collaborateurs, bien évidemment. On invite l'art dans le management. Vous allez plutôt nous parler de démarche créative. C'est ça qui est le plus Absolument. important. Vous êtes donc artiste peintre, je l'ai dit. Oui. Vous êtes coach de dirigeants, enseignante, conférencière, diplômée en finance. Oui, Comme quoi, hein, personne n'est parfait. de l'université de Saragosse. Et vous allez nous emmener dans l'univers de l'art thinking. Très intéressant, parce qu'éprouvé aussi dans les entreprises. 18 minutes, c'est parti. Merci beaucoup. En effet, donc, les deux intervenants précédents, ils ont parlé de la posture. On a parlé de la posture leader, manager, coach. Et aussi, le suivant, c'est l'émotion. Finalement, là, on va faire une synthèse. C'est la posture et c'est l'émotion qu'on va travailler en art thinking. J'aurais bien aimé vous amener ce matin au musée des Beaux-Arts, le magnifique musée des Beaux-Arts de Lille. Mais malheureusement, il est fermé le mardi. Alors, c'est le musée qui vient chez nous à partir du Palais de Congrès. Et donc, je vous invite déjà à regarder une étoile blanche. Donc, il est déjà un titre, mais imaginons qu'elle est toute blanche. Elle est intimidante, elle est silencieuse. Et elle attend que vous, votre vision, votre geste, votre audace. Et c'est à partir de cette geste, cette audace, finalement, elle parle de votre organisation. Et cette organisation, elle attend que vous, artistes de la transformation de votre organisation. Alors donc, on va partir dans un processus, dans une balade. Je vais vous amener dans un petit voyage dans les processus de création à partir, voilà, de votre démarche pour devenir un artiste de la transformation dans votre entreprise. Et l'objectif, c'est faire vivre, pas uniquement être un gestionnaire du changement, sinon un créateur et catalyseur de la transformation dans votre entreprise. Alors, tout est dans le commencement. Donc, quand ça a commencé cette idée, on a dit je suis financière, coach de dirigeants, mais il y a une question qui m'a beaucoup travaillé, c'était en 2015. Il a une super exposition, une rétrospective de Velázquez au Grand Palais. Et donc, une phrase qui a annoncé l'entrée de cette exposition, c'était Manet, qui nous disait « Velázquez, les peintres des peintres ». Alors, ça veut dire quoi, les peintres des peintres? J'ai dû visiter l'exposition 5 ou 6 fois. J'ai commencé à faire mes premières conférences in situ avec des dirigeants. Et cette question m'a travaillé énormément, de dire ça voudrait dire quoi être les managers des managers, la marque des marques. Où est-ce qu'on va avec cette orientation d'être les meilleurs? Et finalement, ce que j'ai dit, c'est la trace. Quelle inspiration on veut laisser derrière nous? Comment on va travailler? Comment on va créer à partir de l'existant? Et finalement, c'est ça qu'on a fait les artistes. Hein? On a toujours travaillé à partir de l'existant. Il n'a pas une toile blanche, bien sûr, quand on commence, mais on part toujours dans une inspiration. Velázquez, il a inspiré beaucoup d'artistes derrière lui, donc les grands maîtres du baroque. Il a inspiré Goya, Manet, Picasso et bien sûr, je l'espère à vous aussi. C'est une manière de dire comment, dans cette démarche, si vous, manager, vous étiez des artistes de votre époque. Donc on a besoin de ces artistes de notre époque qui vont laisser une trace derrière vous à la culture dans vos organisations. Alors, l'objectif, on a parlé tout à l'heure d'authenticité. C'est ça finalement. La transformation, c'est un mot qu'aujourd'hui on l'utilise à tout niveau, c'est un mot valise. Mais finalement, de dire comment on veut faire de cette transformation une authenticité et quelque chose de durable.
Alors, donc, malheureusement, aujourd'hui, on est dans des situations aussi dans notre organisation. On a trop de contrôles, pas assez de créations. On est des organisations rationnelles qui se centrent sur la performance immédiate. Également, dans des transformations linéaires, face à une réalité qui est complexe et mouvante. Alors, comment dans les paradoxes que se trouvent aujourd'hui les managers, dans cette tension entre, on demande d'être innovant, mais en même temps de sécuriser les processus. On demande d'être agile, mais en même temps être dans les process. Et on nous demande d'embarquer nos équipes, et en même temps on est à ces équipes de s'engager. Alors, allons dans ces processus créatifs, donc, parce que transformer, ce n'est pas exécuter, c'est créer. Et donc, les artistes, ils avaient compris, donc ils sont créés avec l'incertitude, ils sont aussi des schémas différents, ils ont inventé des nouvelles formes, ils sont pensés derrière du cadre, et surtout, ils sont créés aussi dans l'œuvre collective. Alors, et si l'art, finalement, la question, c'était un vecteur, un catalyseur de la transformation pour les managements. Alors, je vais vous présenter, parce que c'était côté dual que j'ai dans mes travaux comme artiste, mais également comme coach et en management. On va parler des deux figures. Un, les managers, les grands hommes d'entreprise, que c'est Peter Drucker, que c'est sûrement ceux qui ont étudié les études de management, ils sont passés par là, par ce Peter Drucker qui nous dit les grands dangers dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est agir dans la logique d'hier. En parallèle, Picasso, il nous dit la même chose quelque part. Le pire ennemi d'un peintre, c'est le style. Parce qu'il y a des artistes qui font des moules à gâteaux et après ils font des gâteaux toute leur vie, continue à dire. Alors, comment on fait quand on nous demande de dire allons plus loin, mais on ne sait pas comment, parce que finalement, on va se rassurer dans la répétition. Alors, donc, ces dénominateurs communs qui sont tous les deux, donc la créativité. Dans cette créativité, tous les deux, ils sont confrontés à initier des nouvelles visions du monde, à inventer des nouvelles techniques, de nouveaux process, mais également interagir dans cet environnement qui est totalement incertain, comme aujourd'hui on le vit au quotidien. Alors, on croit toujours que l'artiste, voilà, c'est le côté magique de l'inspiration, que ça arrive au moment venu, et non. Et non, l'artiste, il est rigoureux. Il a un processus bien clair que je vous le présente en 3 temps. Un temps d'inspiration, un temps d'exploration et un temps de transformation. Et donc, c'est dans ces 3 temps clés, je vais vous l'apporter, l'amener dans vos organisations, parce que finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que l'artiste peut vous apporter pour agir différemment dans vos organisations. Alors, cette entreprise, donc, il va aller chercher donc, dans l'inspiration, via l'art, un élan, une vision, une impulsion, mais également, avec l'art et les collaborateurs, on va aller vers cette exploration créative, on va questionner les certitudes, on va créer du chaos fécond, on va faire donc quelques gestes d'audace pour aller amener les collaborateurs, amener dans l'entreprise une œuvre émergente, donc faire l'œuvre en devenir, et tout ça dans ce processus d'inspiration, exploration et transformation. C'est que j'ai traduit dans les processus de art thinking, parce que finalement, c'est quoi l'art thinking? C'est juste l'acte de créer, c'est l'acte de questionner, d'aller questionner les certitudes, aller chercher plutôt donc les possibilités, les options plutôt que les résultats, et aller questionner pour trouver de nouvelles solutions. Finalement, le secret, il est dans les questionnements. Et on va aller dans ces questionnements, des processus de réinventer, créer et transformer. Ce n'est pas une méthode figée, c'est un cheminement, comme j'ai mis là, un petit cheminement, un parcours qu'on va devoir activer. C'est mettre en mouvement. On a parlé beaucoup des mouvements dans l'émotion. Mover, c'est mettre en mouvement. Et c'est la seule manière. Il nous a parlé, notre Lorena précédemment, donc la notion des jeux. Le jeu, il est essentiel. Vous voyez, donc l'art thinking, c'est un petit clin d'œil au design thinking. En design thinking, on utilise un motto que c'est « j'ai fait, donc je suis ». Et l'art, finalement, c'est un changement d'angle de vue. Et c'est « je suis, donc j'ai fait ». C'est juste de dire qui est l'œuvre. C'est l'artiste, il est avant l'œuvre, ou c'est l'œuvre qui est avant l'artiste. Finalement, l'artiste, il est avant l'œuvre parce qu'il est artiste. De la même manière que vous êtes manager, leader, donc quelque part vous êtes dans votre posture avant de votre œuvre managériale. Et tout ça, on va passer sur 5 petits
pas, on va dire, ces 5 étapes, et donc qu'on va trouver plus en détail dans les livres, mais là on va essayer d'être très synthétique. Donc observer les contextes et la contrainte, collaborer avec son écosystème, aller imaginer en mettant le hasard comme un partenaire, oser la transgression, et aller transformer en gardant la pérennité, l'essentiel, et pour entrer dans une rupture et continuité. Alors, je vous donne juste 30 secondes de silence, malgré le bois, pour regarder ces tableaux. Je vous laisse regarder attentivement. Voilà, 30 secondes, c'est court, mais ça peut être très long. Ouais. Donc, quand on nous dit de rester uniquement focus sur quelque chose, vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui nous demande des fois de nous concentrer, de focaliser sur un projet. Il y en a du mal parce qu'on est pollué par pas mal de choses. Donc, vous voyez, 30 secondes, qu'est-ce que je fais avec la ressource quand elle est à la portée de maman? Donc là, bon, certains que peut-être commencent à bouger, ça commence à être très long. Mais voilà, ça fait partie aussi du processus de l'artiste d'observer, observer, regarder. Alors, peut-être pas mal d'entre vous connaissez ces tableaux. Donc, j'ai choisi d'introduire Picasso parce qu'il y a un chapitre dans les livres qui parle du processus créatif de Picasso. Pourquoi Picasso? Parce que c'était le grand artiste transformateur. En plus, il est espagnol, un petit clin d'œil aussi à ma culture. Mais aussi, voilà, la notion de transformation, il l'incarne totalement parce qu'on le mettait dans un mouvement, il était figuratif, cubiste, surréaliste, abstrait. Donc, il a tout fait. Il a fait la céramique, les collages, la citation. Donc, il était quelqu'un d'énormément polyvalent. Et donc, cette transformation, chaque fois qu'on le mettait dans un cadre, il sortait en disant « Non, je ne suis pas cubiste, je continue sur mon élan à réinventer, à me réinventer. » Alors, juste pour contextualiser Picasso, donc, il est né en 1881 à Malaga, donc, et il était son père, il était professeur de beaux-arts. Donc, à l'âge de 2 ans, quand il a pris son premier crayon, son père, il a pris la technique de la peinture comme un grand polytechnicien. Donc, son père, il l'avait préparé pour être un grand polytechnicien, peintre des peintures d'histoire. Donc, là, la taille que vous voyez de ces tableaux, qu'il fait 2,5 mètres pour 2,5 mètres, un énorme tableau. Donc, cette manière de les préparer, c'était son père, il était un peintre frustré, il n'était pas excellent, donc il vissait sur son enfant tout l'espoir d'être les grands maîtres des grands Picasso qu'on connaît aujourd'hui. À l'âge de 15 ans, il allait au musée du Louvre, il reproduisait les grands maîtres, Velázquez, donc les Grécos, il les reproduisait comme eux-mêmes. Et à l'âge, donc on va voir, ces tableaux, il était créé en 1906-1907, pardon. Et donc il est arrivé à Paris en 1900, au début du XXe siècle, pour une exposition universelle avec un tableau classique, vraiment classique. Je ne vais pas l'exposer là. Et donc, quand il est arrivé à Paris, il a commencé à regarder. Vous voyez, c'est quand on arrive à une nouvelle entreprise, on a un nouveau projet, on observe, on regarde, on est dans la curiosité de dire qu'est-ce que, voilà, à partir de ce que je suis, que je porte dans mon background, qu'est-ce que je vois devant moi. Et donc, finalement, cette observation, cette curiosité, il a mené à comprendre qu'en France, on peignait d'une manière totalement différente de la manière qu'il peignait en Espagne. Donc, il ne pouvait pas devenir Picasso en Espagne, il est devenu Picasso en France. Et donc, c'est la première citation de Picasso qui nous dit « Observer les contextes et analyser la contrainte ». Il nous donne la première règle, donc apprends la règle comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste. S'il serait resté en Espagne, sûrement il aurait été un excellent professionnel de peinture, d'histoire, mais il n'aurait pas été Pablo Picasso pour pouvoir briser toutes les contraintes de la peinture, ce qu'il demandait aujourd'hui. C'est le premier tableau que je vous ai présenté, c'est le premier tableau de l'histoire de la peinture moderne. On va rentrer après plus dans les détails. Alors, ce qu'il nous dit, voilà, il faut ralentir ces 30 secondes que je vous ai données pour apprendre à voir différemment. Peut-être que vous avez eu des détails dans les tableaux que vous n'avez pas vus avant. Poser ce regard curieux sur l'existant,
parce que c'est là que vous allez ouvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités par rapport à ce que vous connaissez. Et bien sûr, accueillir cette complexité. Pablo Picasso ne parlait pas un mot de français quand il est arrivé en France, il parlait que l'espagnol. Donc ça fait qu'il était dans la contrainte de pouvoir communiquer. Alors son objectif, c'était communiquer différemment à partir d'une manière d'ouvrir sa peinture différemment. Alors, donc ces tableaux, donc je vous les remets. Il a été créé, donc, je vous ai dit, en 1906-1907. Il était à Bateau-Lavoir des petites chambres. Donc, c'est un tableau d'une certaine mesure. Et donc, c'était pour rien. Quand il est arrivé en France, il a découvert Cézanne. Il a découvert la manière de peindre au cubiste de Cézanne. Il était très imprégné pour lui. Mais également, il est allé regarder un tableau. Peut-être que vous connaissez, c'était son grand ami rival, c'était Matisse. Et quand il a vu ces tableaux, c'était un an plus tôt qu'il avait créé ces tableaux, il a vu, vous voyez les différences entre les deux tableaux, la joie de vivre qu'on y voit une perspective, on voit des multicouleurs, scintillants, des formes sensuelles, rondes, et à côté, qu'est-ce qu'il nous fait Picasso? Il nous fait un monochrome, des lignes droites, cassantes, sans perspective, donc il a cassé tous les codes académiques de la peinture. Donc quand il regarde, donc, comme il a regardé avec beaucoup d'attention et respect son plus proche concurrent, c'est là où est-ce qu'il a découvert son meilleur vecteur d'innovation. Donc là, également, quand il va regarder ailleurs, comme il est allé au musée de l'homme, il a découvert ces masques qu'il les introduit dans son tableau. Alors, comme je regarde, c'est la notion d'écosystème qu'on va regarder ici. Hop. Donc, cet écosystème qu'il a créé quand il est allé au Bateau-Lavoir, il nous dit les bons artistes copient, les grands artistes volent. Alors, Picasso, il aurait pu très bien reproduire un Matisse, et non, l'objectif, c'était carrément voler l'esprit du tableau pour aller les transformer. Et avec son écosystème, qui était donc, quand il est allé au Bateau-Lavoir, Max Jacob, qui a pris les Français, Apollinaire, qui l'a fait découvrir la littérature, Kahn Weiler, son premier galériste qui l'a impulsé, mais Braque aussi, qui a travaillé avec lui sur le cubisme main à la main, donc deux concurrents, mais qui travaillent main à la main. Alors, ce qui nous amène à réfléchir sur la question d'écosystème, comment je vais collaborer avec mon écosystème. Ça a commencé avec mon client, c'est un partenaire, Gertrude Stein, son premier portrait. Donc, il l'a gardé jusqu'à sa mort. C'est un partenaire, un vrai partenaire qui a mené Picasso très loin. Mon concurrent, c'est un allié, mais il faut le regarder avec beaucoup de respect et d'attention parce que c'est mon meilleur vecteur d'innovation. Et mon écosystème, c'est une source d'inspiration. Comment je vais aller puiser, aller regarder ailleurs pour introduire sur mon propre système ce que je vois ailleurs. Troisième point, imaginer. Imaginer, c'est créer et ouvrir tous les possibles. Donc, Picasso nous dit, je ne cherche pas, j'y trouve. Ce n'est pas pour rien, enfin, ce tableau, il n'est pas né en disant, voilà, la magie de l'inspiration, il disait, l'inspiration existe, mais il doit me trouver en travaillant. Plus je travaille sur mon problème, plus je le présente, plus ça me met en action. Et c'est là, il nous a fait dans ces tableaux, il a fait 800 esquisses. 800 esquisses. Donc vous voyez, 800 esquisses pour travailler, pour arriver à l'aboutissement d'un tableau. Ces 800 esquisses, il a eu beaucoup de ratés sûrement pour lui. Et c'est pour ça qu'on fait des tests en ligne. Donc ils ont refait, jusqu'à, voilà. Et tout ça passe par cette intuition de dire il faut absolument qu'il y ait trouvé. Hein, mais c'est dans cette recherche, parce que le problème il est là, qu'il va trouver. Donc la curiosité, les lâcher-prise, accepter l'inachevé pour trouver l'inattendu. Et bien sûr, la notion des hasards, des sérendipité, qu'à un moment donné, on sait que c'est le moment juste avec la pièce juste. Voilà. Et donc, je voulais faire un petit clin d'œil parce que Picasso l'a fait déjà en 1970, parce qu'on parle beaucoup de l'AIA, donc je ne pouvais pas qu'introduire l'AIA. C'est un vrai questionnement. Vendredi dernier, on avait à la Maison des Artistes une réunion qui parlait sur l'AIA. Donc, IA, intelligence artificielle versus intelligence artistique, et comment ça va affecter aussi aux artistes. Donc là, Picasso nous disait en 1970, les ordinateurs sont inutiles, ils ne savent que donner des réponses. Vous voyez, donc on est vraiment là dans l'actualité. C'est-à-dire, la IA, ça doit être comme l'était la photographie, comme l'était un pinceau, il doit être un médium pour vous, manager, comme pour les artistes. Mais attention, il ne doit pas être une finalité uniquement pour qu'ils travaillent
uniquement qu'avec la finalité de travailler pour nous. C'est juste un médium dans lequel on va aller questionner. Les écrits, il va être là, c'était questionnement pour ouvrir cet esprit critique qu'il faut absolument garder. Et c'est ça qui nous vient après sur le point suivant, oser. Oser, c'est avec audace, avec courage, cet esprit critique. Donc, comme Picasso nous disait, tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Aubin qui nous dit créer, c'est oser. Vous voyez, donc, dans les tableaux des Damoiselles d'Avignon, c'est un nom que Picasso ne l'avait pas donné. Donc, oser, c'est transgresser. Transgresser, donc, ces tableaux, les vrais titres du tableau, c'était les filles de la rue d'Avignon. Donc les prostituées, c'était des prostituées. Donc mettre quand même un tableau détail, un tableau d'histoire avec des prostituées inconnues, avec des masques, donc c'était quand même transgressif pour l'époque. On revient au contexte. Et donc c'est à tel point que même Braque, qui travaillait avec lui sur les premières esquisses du cubisme, il a dit à Picasso, tu nous fais boire du pétrole pour cracher du feu. Alors, comment un confrère qui est avant-gardiste comme moi, il est capable de ne pas comprendre ce que je suis en train de faire? Et finalement, c'est ça, c'est les génies des innovateurs dans les entreprises. Quand on est un petit peu en avance, on est jalousé, on est un petit peu pas compris, donc c'est pas grave. Picasso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé cette étoile en 1907, il l'a mis dans un coin de son atelier, et c'est en 1937, le MoMA qu'il a exposé et que ça a été rendu public. Alors, voilà, être courageux, mais pas parfait. Questionner les certitudes et accepter de ne pas savoir. Oser créer des scénarios audacieux et prendre le risque pour sortir des cadres tout en y restant. Alors, on finit avec le dernier point. 30 secondes, vraiment. 30 secondes, oh là là, donc ça va être bon. Transformer, donc vous voyez, Picasso, il a commencé pour copier et répéter les grands maîtres comme Velázquez, donc les Ménines, il était capable de les reproduire. Et 70 ans plus tard, il les a finis pour les transformer. Il a fait 58 versions des Ménines. Et là, donc c'est essentiel cette citation. L'essence de la vie est de trouver son sens, les buts de la vie et de les partager. Donc, comment vous, managers, vous allez révéler, inspirer, engager pour transmettre au niveau de vos collaborateurs, parce qu'il faut incarner plutôt qu'imposer. Et bien sûr, consolider les changements, ça dépend de votre capacité de mettre en mouvement l'organisation. Et donc, vraiment, très bien. Donc, on a encore une intervention. Ouais. Ok, il faut la respecter. J'ai fini avec les deux personnages qui nous sont introduits, Peter Drucker, mais aussi Pablo Picasso. Donc Peter Drucker qui nous dit les meilleures façons de prédire l'avenir, c'est de les créer. Et Picasso qui nous dit tout acte de création, c'est un acte de destruction. Qu'est-ce que je dois désapprendre pour réapprendre et amener l'art thinking comme un levier de transformation, un levier stratégique. Merci à vous. L'art thinking au service du manager, libérez votre potentiel créatif. Alors vous retrouvez cette inspiration, ce cheminement que vous nous avez proposé dans votre livre que vous allez dédicacer tout de suite à la librairie. Merci. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.